Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sport Sud. Dans ce dernier jour du mois de février, une riche actualité sportive dans le pays nîmois avec la belle victoire du RCNG. C'est en rugby, c'était ce week-end du côté de Vendre, avec également la préparation de la Coupe de France et des quarts de finale pour le HBCN. Il en sera question dans la deuxième partie de l'émission après la qualification des handballeuses nîmoises du côté de Mios-Biggenos. Puis on reviendra en dernière partie, bien évidemment, et hélas pour les joueurs de Noël Tosi, sur la nouvelle défaite concédée par le Nîmes Olympique à domicile. Mais avant cela, place au rugby avec, je l'ai dit, une nouvelle victoire dans ce championnat de Fédéral 2 Poule 5. Pour évoquer cette actualité, deux invités, le président du RCNG, Claude Ponto, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, on retrouve Olivier Diomandé. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, vous êtes présents bien évidemment pour revenir sur ce match, mais également pour évoquer cette opération et cette annonce faite par le RCNG la semaine dernière sur les projections d'avenir du club nîmois, avec un objectif d'ores et déjà affiché, la montée à moyen terme en Pro D2. On souhaite en tout cas que toute la dynamique qui porte le club depuis quelques journées va aller crescendo. Mais avant cela, un rappel des scores justement de cette 18e journée de Fédéral 2, Poule 5, avec le déplacement du RCNG à Vendre-Lespignan. Une victoire 22-12 avec 3 essais réalisés par Dos Reis, un essai collectif ainsi qu'un essai transformé de Corompt, 2 transformations et une pénalité contre un seul essai pour l'équipe de Vendre. Au niveau des autres résultats, Lombès-Samatan s'impose 28-6 face à Saint-Sulpice. Thuir gagne 18-13 devant Serré. Le carton de la journée est pour Agde devant Sijan pour la Nouvelle, 38-0. Mazamet l'emporte largement, 30-0 devant Gimont. Enfin, Saverdun gagne face à l'entente sportive catalane 9-3, ce qui nous donne au niveau du classement une première place confortée pour le RCNG, 7 points d'avance sur Agde, et le trou est creusé avec des équipes qui à un moment étaient aux avant-postes lors de la première partie de la saison, que ce soit Serré ou l'entente sportive catalane, respectivement relégués à 8 et 9 points du leader nîmois. Lorsqu'on voit ces résultats, Claude Ponto, on se dit que le RCNG est plus que jamais sur de bons rails. Oui, il suffit d'assurer dimanche une victoire, modifier si on peut, et ça nous mettrait à l'abri de nos 2 déplacements qui sont dangereux, à Agde et à Argelès. Olivier Diomandé, quel regard vous portez justement sur l'évolution, je le disais, avec Serré et l'entente sportive catalane qui ont fait le chemin en tête avec Agde en première partie de saison, et là on sent que ça y est, ils n'arrivent plus à suivre le rythme et les écarts commencent à se creuser. Non, c'est surtout que par rapport au calendrier, c'est vrai que nous on a eu un calendrier qui était assez compliqué dès le départ. Eux ont un calendrier maintenant où ils se jouent beaucoup entre eux, donc compliqué aussi pour eux. Donc je pense que tout va se jouer sur la dernière ligne droite, qui va être les 3-4 dernières journées, où là, nous, on a des déplacements qui sont difficiles et eux vont avoir des réceptions. Donc maintenant, à nous de continuer la marche en avant. On sait que ce match et ce déplacement à Vendre-Lespignan a été préparé avec le plus grand sérieux. Il n'y a pas de petit adversaire dans cette poule. Comment vous avez abordé cette partie et quelle a été votre appréciation sur l'ensemble du jeu effectué ? En toute humilité, on savait que Vendre avait perdu beaucoup de matchs à domicile, mais de très très peu au niveau du score. Ils avaient battu Serré, donc on était allé avec une grande méfiance parce que on le sait, dans ce championnat amateur, à domicile, les équipes ne jouent pas comme à l'extérieur, donc avec beaucoup plus d'activité, beaucoup plus d'envie. Donc on s'était préparé vraiment je dirais pas à subir un gros combat de leur part, mais vraiment à pouvoir répondre de suite à cet engagement physique qu'on savait qu'ils allaient mettre dès le départ, quoi. 11-5 à la mi-temps, retour des vestiaires, je l'ai dit, à la 45e minute, il y a eu cet essai collectif. Comment pourriez-vous le décrire ? C'est sûr, là on commence à voir vraiment un peu les fruits du travail qui sont mis en place. On arrive, on ne s'énerve pas comme un peu avant. Lorsque par exemple on était mené au score à la mi-temps, c'était un peu difficile après pour revenir, ainsi de suite. Là on est sûr de nos forces, on essaye vraiment de savoir que en mettant un gros engagement physique et en essayant de fatiguer l'adversaire, ça nous permet à un moment de passer au score devant tout en étant un peu plus en relativisant un peu la première mi-temps pour enchaîner rapidement. Claude Ponto, Jean-Michel Meunier l'avait dit,
pas d'approximation, pas de facilité, pas d'à peu près pour ce match. Est-ce que vous avez été satisfait justement de la partition rendue par vos joueurs? Oui, parce que en face de nous, Vendre nous a posé quand même un gros défi de devant qu'on a su surmonter. À savoir que quand même dans cette équipe de Nîmes, actuellement, nous ne jouons pas au complet, qu'il y a beaucoup de joueurs titulaires. Je pense que quand on parle de titulaires, non, mais en fait, disons de pièces majeures qui n'étaient pas là, notamment Farani qui n'était pas là, Sekili qui est rentré qu'à la fin de la deuxième mi-temps. Bon, donc on a vraiment des soldats qui sont de repos, comme on dit. Et malgré tout, on arrive à surmonter l'handicap de jouer à l'extérieur. Et je pense que c'est une belle victoire parce qu'ils ont vendu chèrement leur peau et nous, on a su résister comme il fallait. Et on a montré qu'on avait des réserves absolument pour la suite du championnat. C'est vraiment de bonne augure. Et la suite du championnat passera ce dimanche par la réception de Lombès ce matin. Voilà, c'est un tournant. Là aussi, une autre équipe à prendre avec sérieux. C'est un concurrent direct et on attend de paix ferme, comme on dit. Et c'est la journée de la femme. J'espère qu'on fera plaisir à toutes les femmes qui vont venir nous voir jouer avec une petite rose à la boutonnière et offerte bien sûr par le Lucas Nîmois. Et j'espère qu'il y aura un grand match qu'on va prouver qu'on mérite notre place de leader. Vous parliez de rose à la boutonnière. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir la victoire du 15 de la Rose samedi? Oui. J'ai écouté la radio parce que malheureusement le match s'est terminé un peu tard à Vendre. J'ai écouté la radio. Bon, c'est un échec, c'est vrai, mais enfin, je pense que l'équipe de France a montré un beau visage en première mi-temps, un peu moins beau en deuxième mi-temps, mais c'est de bon augure pour la suite, avec quelques petits remaniements. Je pense qu'on sera à la hauteur pour la Coupe du Monde. À votre qualité de joueur, Olivier Diomandé, c'est difficile pour une équipe nationale de pouvoir se projeter 2 années consécutives dans un grand chelem comme la France l'ambitionnait? C'est difficile, oui et non. Donc, je pense qu'ils ont déjà l'objectif précis pour l'équipe de France et c'est surtout la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'ils n'abordent pas le tournoi peut-être comme l'ont abordé l'année dernière où il fallait vraiment qu'ils montrent qu'ils pouvaient être sur le toit de l'Europe avant de viser autre chose. Donc je pense que l'objectif, même s'ils rêvaient de gagner ce tournoi-là en plus, de refaire un grand chelem, ils se projettent vraiment d'abord sur la Coupe du Monde. Alors mardi dernier, le RCNG a présenté son projet de restructuration et de développement du club dans les salons d'un célèbre hôtel nîmois. Depuis combien de temps, Claude Ponto, vous travaillez justement sur ce projet? On a travaillé un peu sous-marin, comme on dit, c'est grâce à Olivier Diomandé et Eric Laramandi. On n'en parlait pas, mais disons que ce projet mûrissait doucement. Et bon, c'est le moment parce que le côté sportif marche bien, donc il fallait maintenant, si on veut arriver à quelque chose, il faut équilibrer, donc le sportif il y est, ce qu'il faut maintenant se monter au niveau administratif et surtout c'est une question d'argent, de sponsoring. Et ça, je fais confiance à Olivier et à Eric, qu'on trouve des nouveaux sponsors, qu'on est en train de développer, changer le système de sponsoring. Ça n'empêche pas que SDJ, le gaz de monsieur et madame Gadière marche toujours, mais on veut autre chose, apporter autre chose à des sponsors, leur amener autre chose que d'amener de l'argent sans rien leur donner en contrepartie. Donc c'est un grand projet, c'est vrai, mais ça a bien mûri et je pense que ça a son terme et ça va éclore dans pas longtemps. Un renouvellement au niveau administratif et financier, un très beau projet pour le rugby club Nîmes-Gard, présenté la semaine dernière devant la caméra notamment de Franck Chassagnon. C'est le club en forme du moment, le RCNG enchaîne les victoires et aujourd'hui l'équipe s'est installée confortablement à la tête du classement. Du coup, le staff souhaite profiter de cet élan pour grandir et se restructurer. C'est vrai que les résultats nous font activer un peu les choses, disons, c'était pas prévu qu'on le fasse si vite, mais vu les ambitions du club sportivement actuellement, eh bien maintenant il faut prendre des positions sur le plan administratif, financier, etc. Donc comme l'équipe on avance. Et le club annonce déjà ses ambitions montées en Pro D2, soit 2 divisions au-dessus. En visant objectivement la Pro D2, il y a de la place. C'est vrai que si on s'était dit le top 14, ainsi de suite, ça aurait été compliqué parce que maintenant les budgets sont de l'ordre de 20 millions, ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose. Mais là, je pense très honnêtement, en ayant joué en Pro D2, il y a 3 ans avec le Racing, j'ai vu des clubs de Pro D2 comme à Bourg-en-Bresse, comme à Oyonnax, ainsi de suite, qui n'ont pas des villes nécessairement plus étoffées que Nîmes et qui sont ancrés en Pro D2. Je pense largement que c'est un projet qui n'est pas utopique.
Pour préparer cet objectif, le club a fait appel à une société extérieure, 7 Développement, un partenaire qui aura la lourde tâche de multiplier par 2 le budget actuel. Objectif, aller à la pêche aux sponsors et trouver 1 800 000 € d'ici 2014. On va apporter une organisation professionnelle, financière, administrative, toute la partie back-office derrière qui permettra aux sportifs d'être détendus et de s'occuper que du sport. On va apporter un immense soulagement au président qui va pouvoir faire que présider et puis le reste. Et puis on va apporter des partenaires nouveaux, on va être contributeur important à l'apport d'argent privé. C'est une grande partie de notre mission. Ça va durer à peu près 12 mois. Le club pourra compter sur les collectivités locales qui pourraient apporter leur soutien à hauteur de 450 000 €. La mairie envisage aussi de construire une nouvelle tribune et 7 Développement annonce déjà l'arrivée de 3 gros sponsors. Le développement, et on espère un essai transformé pour le RCNG, comme vous avez pu le revoir sur ces images filmées du côté de Kaufmann. Une question, Claude Ponto, pourquoi avoir annoncé ce plan à la mi-février? Parce qu'on est aux portes, disons, des phases finales de cette année, que sur le plan sportif, on se porte très bien. Donc pour encourager un peu les gens à venir nous voir et nous aider, et je pense que c'est le moment d'annoncer qu'on ne va pas rester bêtement en Fédéral 2 à nourrir de petits espoirs. Maintenant, je pense que Nîmes mérite une grande place de rugby. Et voilà, il faut y aller, c'est le moment d'y aller, et quoi qu'il arrive, il faut y arriver. Olivier Dumandé, vous êtes joueur, mais également membre de la cellule de communication du club. Dans quelle mesure les résultats justement sportifs du club permettent de mieux communiquer sur ce genre d'action? Tout simplement parce que ça nous permet d'être un peu plus entendus et qu'on ne veut pas rester simplement sur le sportif à dire que tout va bien pour l'instant, on est en phase de se qualifier, mais bon, quand on ne sait pas trop exactement si on devait par exemple monter, si on devait rester, ainsi de suite. Le but est quand même vraiment de pérenniser, comme l'a dit le président, de pérenniser le club. Et pour ça, on veut vraiment avoir des structures solides qui vont permettre un jour ou un autre, je ne sais pas si l'année prochaine on sera en Fédéral 1, si on y est tant mieux, si on n'y est pas et que la structure administrative du club est solide, obligatoirement le club montera et le sportif suivra derrière tout ça. Claude Ponto, comment s'est fait le contact avec la société 7 Développement qu'on a vu dans le sujet? Tout naturellement. Vous savez, quand on a affaire à des gens intelligents, c'est qu'à le dire, qui ont compris ce que c'est le rugby, qui aiment le rugby, et qui sont là pour nous aider. Et bon, ça facilite parce qu'Olivier, il a le cœur rouge et vert, comme on dit, donc il en fait partie, et ça s'est fait tout naturellement, et sans se poser des questions, et sans ambiguïté de quel que ce soit, ça s'est fait tout naturellement. Et là où je suis content quand même, c'est que ces décisions, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, ça me fait énormément plaisir. J'ai énormément de soutien, notamment des clubs, des villages qui m'ont appelé, des bars de villages qui m'ont appelé, notamment Vauvert, le bar des Halles, bizarrement, qui m'a appelé, qui crée une antenne de supporters. Vous voyez, donc ça apporte quelque chose, parce que je pense que le rugby dans les gares a sa place, et on peut développer énormément. C'est très bien comme ça, et je pense que la voie qu'on a prise va s'élargir et que tous ces petits villages vont nous rejoindre et qu'on crée une grande famille du rugby dans le Gard et que Nîmes soit la porte-drapeau. Alors c'est l'annonce d'un grand projet, Olivier Dumandé. Le fait de se fixer l'objectif de la montée en Pro D2, est-ce que ça peut faciliter ou conforter un groupe de joueurs de s'inscrire durablement dans un projet sportif? Pour tout, je pense que dans le projet que le président a présenté à la conférence de presse, l'humain en général sera mis au centre des valeurs du rugby, c'est-à-dire que ce soit administrativement et même sportivement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont participé à l'aventure de près ou de loin seront invitées à nous suivre, seront invitées à être partie prenante du projet. Donc c'est sûr, on a un projet qui veut viser je dirais assez haut, c'est-à-dire la Pro D2, mais tout ça peut permettre au Rugby Club de Nîmes, à Nîmes en général, à la ville, de pouvoir participer à cette aventure-là et de pouvoir, et que ce soit pour les partenaires qui seront amenés à nous suivre, pour les joueurs qui sont actuellement, pour toutes les personnes, arriver à grandir ensemble et de vraiment créer une osmose, puisque dans le but aussi, comme le président l'avait parlé mardi, ce sera d'avoir bientôt, on l'espère aussi, ce qui irait avec tout ça, un centre de formation qui pourrait nous permettre d'accueillir des jeunes de Nîmes, du Gard et de toute la région en général, qui peuvent être une passerelle pour ensuite rebondir, et ça en toute humilité, pour pouvoir rebondir ensuite à Montpellier, à Toulon ou à Perpignan, pourquoi pas.
Voilà, avec un développement sportif qui va nous amener à ensuite voir dans les quartiers, ainsi de suite, de Nîmes, où on sait qu'il y a un potentiel magnifique de jeunes qui peuvent donner beaucoup à un sport comme au rugby. Donc c'est vrai que tout ça fera que, je pense, on peut tous grandir ensemble et ensuite avoir un club en Pro D2 ça pourrait être très très bien. Par rapport au calendrier établi, on a dit ce budget, 1,8 million d'ici 2014. Oui, Comment on se prépare à ça et surtout par rapport au mode de fonctionnement actuel au niveau budgétisation, cela suppose quel changement en interne? Alors, le changement, c'est d'abord d'avoir un bureau qui tient la route. Et, il faut arrêter maintenant parce qu'en ce moment, l'administratif du club est sur 1 ou 2 personnes. Et ça, il faut arrêter. Il faut que chacun ait sa place. Et bon, 1,4 million, bon, c'est vrai que ça fait un peu rêver actuellement. Mais on va y arriver avec, si on apporte quelque chose aux sponsors et pas seulement leur dire tiens, t'as pas au stade, on s'occupe de toi. Ça, c'est comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut leur amener quelque chose, un intéressement, créer des événements sportifs en les intéressant et surtout les faire rencontrer entre eux, faire des repas, des communications et que chacun apporte son idée et puis développer, disons, la partie de chacun, les idées, etc., que tout le monde travaille ensemble. Et avec ça, on va y arriver à créer une émulation autour du sponsoring et je pense qu'on va y arriver. Et le tout, c'est une bonne communication. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas. On commence à la mettre en place et je suis sûr qu'on va y arriver dans ce sens. On vous souhaite en tout cas, quels souvenirs vous gardez pour conclure, Olivier Diomandé, justement de votre expérience et des titres gagnés en Pro D2? Un très bon souvenir, un très très bon souvenir. Celui de Montpellier, c'était plutôt une équipe de copains qui savaient pas qu'en début d'année, qui pouvaient se retrouver en finale de Pro D2. Celui du Racing, c'était prévu un peu à l'avance. On savait qu'on était un peu dans l'obligation. Ils avaient raté la montée l'année d'avant contre Mont-de-Marsan. Et on était un peu dans l'obligation de gagner. Donc ça a été plutôt un soulagement quand j'ai gagné avec le Racing et un grand étonnement de l'avoir gagné avec Montpellier. Et il y a la possibilité à Nîmes de créer une belle expérience et de connaître une nouvelle aventure à distance. Il y a vraiment, on a pu le montrer à différentes personnes extérieures de Nîmes qui ont vu les installations, qui ont vu tout ça, qui se sont dit mais comment ce club n'est pas en Pro D2. Donc c'est vrai, comme le président l'a dit, maintenant c'est vraiment de pouvoir attirer près de Nîmes, qui est une très belle ville à tout point de vue, des partenaires extérieurs ou même des partenaires locaux qui puissent vraiment se sentir bien dans ces valeurs du rugby. Parce que nous, on veut, comme je l'ai dit, on veut mettre l'humain au centre de nos préoccupations, mais aussi, surtout, qu'ils puissent, et de là à faire, comme on dit, comme moi, ce que j'ai vu dans d'autres clubs, que ce soit Montpellier ou Racing, faire des affaires parce qu'on est partenaire, on est aussi là pour un peu, comme on dit, pour le business. Mais si on peut allier et le business et le plaisir aussi familial de pouvoir amener sa femme et ses enfants, comme on ne le voit pas dans tous les sports aussi. Donc c'est quelque chose qui sera très très important pour la suite. Donc vraiment qu'ils se sentent après chez eux, on va amener vraiment un service, en dehors du fait qu'on puisse voir un match de rugby, amener un service complémentaire qui puisse faire que un partenaire attirera un autre, ainsi de suite. Et avant la Pro D2, place à la Fédérale 2, dimanche, la réception de Lombès-Samatan à Kaufmann. Samedi. C'est samedi, pardon, j'avais noté dimanche, c'est samedi à partir de samedi, quelle heure? 16h à Kaufmann. Journée de la femme. Pardon? Journée de la femme, samedi. Journée de la femme, n'oubliez pas, avec les roses. Venez à Kaufmann justement pour supporter le RCNG. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Après une courte pause, on va revenir sur la Coupe d'Europe de Bâle au tambourin. C'était du côté d'Arles que ça se déroulait. Et puis, retour également avec la victoire du HBCN handball en Coupe de France chez les féminines et la préparation de la prochaine journée de championnat, notamment avec Camille Aiglon et Chloé Bulleux. Tout cela, c'est après une courte page de publicité. Amazonia, à Beaucaire et Avignon Cap Sud. Pour tout renseignement, un seul numéro 04 66 01 85 28. Ouvert de 6 à 23 heures, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Amazonia, c'est le club modèle. Biancone, c'est dépannage assistance 24 heures sur 24, auto, moto et toute distance, pièces d'occasion et ateliers de réparation. Agrément préfectoral pour véhicules hors d'usage et des pollutions. Et aussi achat et vente de véhicules d'occasion. Rendez-vous à la zone industrielle Sud Beaucaire.
retour sur le plateau de Sport Sud pour évoquer toute l'actualité du handball nîmois et plus particulièrement du handball féminin avec la qualification ce week-end du HBCN pour les quarts de finale de la Coupe de France après cette victoire acquise sur le parquet de Mios-Biganos 33-28. On évoque cette victoire et cette qualification avec notre second invité de la soirée. Il s'agit de Camille Aiglon. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, une victoire en Coupe de France. Alors la première question, elle est simple, c'est qu'après le revers en championnat, on sait qu'il n'est pas facile de jouer à Mios-Biganos. Comment vous êtes-vous préparé mentalement avant ce déplacement que l'on sait toujours très, très risqué? C'était pas évident parce que c'est vrai que là on a enchaîné 2 gros déplacements, partir à Brest et puis après partir à Bordeaux. C'est une salle, une petite salle avec un public qui est plus que chauvin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressivité à chaque fois qu'on va jouer à Mios. Donc voilà, mais bon, on va dire qu'on avait un petit sursaut d'orgueil là quand même. Il fallait qu'on prenne une revanche. Donc malgré un début de match difficile, on a réussi à trouver les ressources pour gagner ce match. On va découvrir justement les images de cette première mi-temps de ce match qui s'est joué samedi à Mios-Biganos du côté de la salle des sports de Biganos. On va lancer les images de la première mi-temps avec les locales qui ont imposé leur jeu dès les premières minutes et qui ont creusé l'écart. Est-ce qu'à un moment vous avez cru justement que la partie de coupe allait ressembler à celle de championnat? Je crois que justement la force qu'on a eue c'était de garder un petit peu... de pas paniquer malgré notre très mauvaise entame. C'est vrai qu'on se retrouve à mener 14-5. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a su rester sereine, continuer à jouer comme on savait le faire, poser notre jeu, pas se précipiter. Et voilà, on a réussi à revenir à un but à la mi-temps. Donc après, on savait que cette deuxième mi-temps, c'était un nouveau match qui commençait, quoi. Alors on le voit sur ces images, la configuration et la conformation de la salle avec certaines joueuses nîmoises le disent, on a quasiment les spectateurs sur le terrain et le rapport et la différence entre les tribunes et le parquet n'est pas très marquée. En tout cas, le HBCN a su bien répliquer comme il se devait devant ces joueuses de Mios-Biganos, notamment par l'intermédiaire de Kisuchanova avec 5 buts sur 9, dont 4 pénaltys. Chloé Bulleux qui a inscrit 8 buts sur 10 tirs. Et pour vous, Camille, 9 buts sur 13 tirs. Au niveau de vos statistiques, plutôt satisfaite des individualités de chacune des joueuses? Oui, c'est vrai que quand ça devient un combat comme ça, il y a celles qui marquent les buts, il y a aussi celles qui défendent bec et ongle nos buts, parce que c'est vrai qu'on parle très souvent de celles qui mettent les buts, un peu plus rarement de celles qui font tout le boulot en défense. Donc je crois qu'on a d'abord cette équipe-là, on l'a impactée en défense, on leur a fait mal en deuxième mi-temps notamment, et derrière c'est vrai que ça nous a permis de marquer des buts en contre-attaque, des buts peut-être un peu plus faciles, mais c'est vraiment un match qu'on a gagné dans le combat pour moi. Et sur la défense, vous avez été exclu temporairement 2 minutes à la 10 minutes de jeu en première période. Justement, être présent dans le contact physique, ça permet de montrer à l'équipe locale que vous n'êtes pas venu aussi pour faire de la figuration et que vous répondez présent justement. Oui, puis on va dire qu'avec le scénario du match, elles ont dû penser au départ qu'on était peut-être là pour faire figuration en prenant 14 buts en 20 minutes. C'est vrai que quand on s'est réveillé enfin, ça a plus été le même match et elles, du coup, elles ont senti la différence d'agressivité qu'on avait mis. Ça les a pas mal perturbées parce que je pense que dans la tête, elles devaient se dire que ça allait être une fin de match plutôt facile et on les a forcés à perdre ce match, quoi, tout simplement. La victoire pour le HBCN, malheureusement, le point noir pour le club nîmois. Vous allez le voir en image en découvrant ces séquences de la deuxième mi-temps. C'est que peu de temps après le repos, Sophie Herbrecht a été blessée. Est-ce que vous vous êtes rendu compte assez rapidement justement de la gravité de la blessure de Sophie et Camille? C'est vrai qu'après on connaît un peu les réactions de chacune. On sait qu'il y en a des fois qui restent par terre, mais que c'est pas très très grave. C'est vrai que Sophie, en principe, elle se relève vite. Et là, on l'a vu rester au sol. On s'est tout de suite inquiété, surtout qu'elle se tenait le genou, et c'était le genou où elle avait eu sa blessure à l'Euro dernier.
Donc oui, de suite on a été inquiète. Puis c'est vrai que le genou, ça nous fait tout le temps frémir. La rupture du ligament croisé, c'est un peu la blessure que tout le monde redoute. Donc on a forcément pensé à ça de suite. Maintenant, voilà, je pense qu'elle va passer des examens pour confirmer ou infirmer, mais apparemment ça risque d'être assez grave quand même. Ouais, pour le mental, c'est très très dur, d'autant plus que Sophie était revenue dans le groupe entre les deux matchs de Coupe d'Europe contre Dalfsen. Ça fait donc moins d'un mois et être blessé de la sorte, c'est vrai que pour le moral, c'est quand même très très dur. Bah oui, c'est vrai, en plus elle est partie en centre de rééducation derrière pour revenir le plus vite possible. Je pense qu'elle était contente de retrouver le terrain là, donc c'est vrai que c'est un coup dur parce qu'on a pas mal d'échéances, que ce soit avec le club, avec l'équipe de France, donc forcément ça met un coup au moral, mais bon, on espère qu'elle va récupérer le plus vite possible, et puis nous on est là avec elle, donc voilà, on va se serrer les coudes. Et on lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Victoire 28-33 donc en faveur du HBCN sur le parquet de Mios Biganos, avec le rappel des scores de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Toulon-Saint-Cyr s'impose sur le parquet de Youth Handball féminin 33-22. Cannes est défait à domicile 35-27 par Cergy Pontoise. Courte victoire de 2 buts, 27-25 de Dijon devant Ici Paris. Nîmes donc l'emporte 33-28 à Mios Biganos. Mérignac est défait à domicile 32-21 par Le Havre. Victoire de Arvor 28-17 devant Besançon. Fleury s'impose du côté de Bègle 31-24. Enfin, Metz, le leader du championnat, s'impose 31-27 face à Vaux-en-Velin. Le tirage au sort a été effectué hier après-midi. Arvor recevra Dijon. Nîmes accueillera Fleury donc le week-end du 26 mars. Le Havre accueillera Cergy Pontoise. Enfin, Toulon se déplacera du côté de Metz pour l'une des grosses affiches de ces quarts de finale. Quelle est votre appréciation justement sur le profil, Camille, de ce tirage au sort et des rencontres proposées? On va commencer par nous. C'est vrai que déjà, on est contente de jouer à la maison. Déjà, c'est vrai que ça fait là 2 gros déplacements qu'on se faisait. On avait vraiment envie avant tout de jouer à la maison. Après, Fleury, c'est pas un mauvais tirage. Je crois qu'il y a encore les cadors, on va dire, du championnat de France avec Metz, Toulon, Arvor et Le Havre. Je crois qu'on peut les mettre dedans aussi. Ils sont encore en lice, donc c'est vrai que ne pas tomber contre ces 4 équipes, c'était déjà pas mal. Donc voilà, Fleury, ça va pas être facile, mais on aurait pu avoir plus compliqué que ça. Et puis il y a une belle affiche Toulon-Metz, donc ça en fait un des deux qui va virer. Donc voilà, ça peut être pas mal pour la suite. Oui, D'avoir un de ces deux noms. S'il y avait pu avoir Le Havre, Arvor de l'autre côté, on n'était pas contre non plus. Mais on ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Avec d'autres affiches, une autre affiche, celle de la 17e journée du championnat de France de D1 féminine ce samedi au Parnasse. Grande soirée de handball à partir de 18h, 18h15, début du match entre le HBCN et Le Havre pour donc le championnat, et un match qui sera suivi à 20h15 de la 15e journée de D1 masculine avec Nîmes-Lussam qui accueillera ces sons. Donc grande soirée de handball du côté du Parnasse. On parlait du Havre qui va venir à Nîmes. Là aussi, grosse préparation en vue de match capital, peut-être pour essayer de regrappiller quelques places au championnat. Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien s'accrocher à cette 3e place, sachant que Toulon est peut-être au même nombre de points ou peut-être à 1 point près, mais je crois qu'elles ont déjà eu leur journée où elles ont été exemptes. Nous, ça va être dans 2 ou 3 journées, je crois. Donc on risque de se faire rattraper lors de cette journée. Voilà, en plus, Le Havre, on les a gagnés chez elles après un très très bon match. Notre dernière confrontation, c'était la Coupe de la Ligue dans des circonstances un peu particulières, mais on a subi une défaite assez lourde quand même. Donc voilà, je crois que ça va être une bonne revanche. C'est vraiment une bonne équipe avec beaucoup d'étrangères. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément très très bien les joueuses de cette équipe. Mais voilà, je pense que si on fait un match plein, et c'est ce qu'on va faire en sorte de faire, parce que c'est une bonne occasion là, de faire un beau match de handball. Derrière, on espère que les garçons de Lussam vont gagner aussi. Donc pour que ce soit une belle soirée, il faut qu'on gagne. Voilà, et que la victoire soit
à l'intérieur du Parnasse. Et pour les équipes nîmoises, le HBCN à 18h15 et l'USAM à partir de 20h15 au niveau du classement, on le précise. Toulon est actuellement 4e avec 34 points et donc une journée de moins et à 1 point de retard sur Nîmes qui est 3e avec 35 points. Et l'occasion serait peut-être bonne, peut-être pour se rapprocher de cette deuxième place détenue actuellement par Arvor avec 39 points. On va repartir en image, Camille, avec une petite sélection maison de ces deux rencontres disputées il y a quelques semaines de cela, désormais face à Dalfsen, le club néerlandais, devant lequel vous avez scoré à plusieurs reprises. 7 buts à l'aller, 4 buts au retour au Parnasse à Nîmes. On a fait une sélection de ces buts avec le rappel du défi physique et de cette défense très très bien regroupée des Néerlandaises d'Alphen, avec peut-être votre éclairage, votre appréciation sur ces réalisations. En remontant ces images, on se rend compte qu'il fallait monter assez haut justement pour échapper au bras des filles d'Alphen qui évoluent en défense. Oui, c'est vrai que c'est réputé, le handball hollandais est réputé pour être vraiment très agressif. On l'a appris un peu à nos dépens là-bas. Voilà, on les a eus, on va dire, un petit peu à l'usure sur le premier match aller, parce que toute la première mi-temps, quand même, c'était vraiment très accroché. Ouais, c'est parfois limite par rapport à la règle. Mais bon, voilà, c'est aussi le contexte Coupe d'Europe. On sait qu'il faut se donner à 300%. Et voilà, c'est vrai que c'était un petit peu plus simple à la maison avec l'écart qu'on avait su prendre au match aller. Mais ouais, j'ai goûté le sol, le sol hollandais. Et je confirme, c'est de la qualité. Et vous allez le voir, même après avoir goûté au sol néerlandais, vous avez même goûté à certaines épaules, justement, qui avaient tendance à vouloir un petit peu vous ralentir dans le replacement. On le voit, il y a toujours de manœuvres parfois pour décontenancer le gros défi physique imposé par cette équipe de Dalfsen, avec parfois les joueuses qui imposaient à la fois un défi physique, mais aussi essayer de décontenancer l'adversaire aussi dans le replacement en retardant le retour de positionnement. Oui, c'est vrai qu'après, elles étaient, on va dire que sur le plan pur du handball, je pense qu'on était au-dessus d'elles. Donc après, il faut trouver d'autres stratégies pour arriver à rester dans le match. Donc c'est vrai que ça passe parfois par des tentatives de déstabilisation, des grosses fautes un petit peu, peut-être pour nous faire un petit peu peur, pour pas qu'on revienne. Mais bon, voilà, il en fallait plus pour nous arrêter. Je crois que la Coupe d'Europe, ça reste vraiment un des objectifs de la saison et on a envie d'aller au bout, donc la détermination, elle va pas s'effacer comme ça. Et puis autre observation, Camille, c'est aussi la variété de buts. On le voit que vous avez marqué lors de cette double confrontation, que ce soit par les ailes, que ce soit dans l'axe, que ce soit en contre-attaque, en jeu placé. Là aussi, est-ce qu'il y a des positions justement dans le tir que vous préférez par rapport à tous les buts qu'on vient de voir? Que je préfère, on va dire en tant qu'arrière, je suis plus souvent quand même amenée à tirer un petit peu de loin dans le secteur central. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude à l'entraînement de toujours passer un petit peu à l'aile, à l'échauffement, toujours faire des tirs de l'aile aussi. C'est vrai que les gauchères, c'est précieux. Et on en a besoin des fois un petit peu sur les deux postes. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai gardée. Parce que aussi dans le jeu, ça m'arrive de me retrouver ailière et puis c'est quand même pas du tout la même technique au niveau du tir. Donc voilà, puis bon, la contre-attaque, ça reste une force qu'on essaye de garder, de courir beaucoup plus vite. Ouais, une marque de fabrique. Ça et la défense, on essaie de jouer beaucoup là-dessus. Si vous n'étiez pas présent aux Pays-Bas, voire même au Parnasse ou aux Pays-Bas, un petit rappel de ce qui s'est passé avec ces deux belles victoires du HBCN, avec des moments forts de ces deux parties que nous avons remontés dans ce clip. Like a raindrop, she's got the look.
when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Walking like a man, hitting like a hammer. She's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. And she goes na 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 na. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. Na 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 na. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. La qualification du HBCN avec ce rendez-vous à venir le week-end du 11 et du 12 mars, Camille, avec la double réception des Italiennes de Vigat. Il n'y aura pas de déplacement en Italie, un petit peu comme ça s'est fait au tour précédent devant les Ukrainiennes de Lviv. Comment on se prépare à un nouveau tour de Coupe d'Europe devant un adversaire dont, j'imagine, on ne connaît que très peu de choses. Oui, bah, tout ce qu'on sait, c'est que le championnat italien, c'est pas un des plus réputés d'Europe. Donc, normalement, on n'espère pas avoir trop de difficultés. Maintenant, voilà, comme c'est un championnat pas forcément très connu, on n'a absolument aucune idée du niveau des joueuses qui évoluent dans cette équipe. On n'a pas forcément d'image non plus, c'est difficile de s'en procurer, donc on va un petit peu dans l'inconnu. Mais bon, voilà, le fait que ce soit une équipe qui soit moyennement classée dans le championnat d'Italie, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Bon, je vous souhaite en tout cas, on rappelle le week-end de Coupe d'Europe le vendredi 11 pour le match aller et le retour le samedi 12. Deux matchs qui s'effectueront au Parnasse. Merci Camille Aiglon d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On rappelle le rendez-vous de samedi au Parnasse, 18h15 avec la réception
du Havre dans le cadre de la 17e journée de D1 féminine. Après une courte pause publicitaire, on se retrouve pour évoquer du tambourin, une nouvelle discipline sportive en plein essor, notamment entre la France et l'Italie, avec une Coupe d'Europe qui s'est jouée ce week-end à Arles, et puis également avec du football, le match nul de l'ACR L'Avignon du côté du Parc des Sports face à Brest, et puis la nouvelle défaite à domicile du Nîmes Olympique devant Clermont. Sport Sud revient immédiatement. L'hôtel Spa Le Calendal vous accueille à Arles, idéalement placé entre le théâtre antique et l'amphithéâtre romain. Le Calendal, c'est aussi un espace de détente et de soins avec une piscine ouverte toute l'année qui donne sur l'amphithéâtre. Idéal pour les fêtes avec ses bons cadeaux, le Calendal vous propose une restauration typique aux accents méridionaux. Retrouvez toutes les informations et réservez en ligne sur le www.lecalendal.com. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Désolé, vous ne pouvez pas rentrer. L'accès est interdit aux hommes ce soir. Bonsoir, madame. Faites-vous une soirée entre filles pour seulement 10 €. Le premier mardi de chaque mois, Kinépolis invite les femmes et uniquement les femmes. Au programme, des animations, un film réservé aux femmes et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. De retour sur le plateau de Sport Sud avec la dernière partie de cette émission, du football au programme, mais aussi une compétition sportive rare. Il s'agit de la balle au tambourin avec un championnat d'Europe qui se déroulait ce week-end du côté du Palais des Sports Jean-François Lamour à Arles. 11 nations étaient présentes dans ce sport d'équipe qui se joue à 3 contre 3. Les parties sont en 13 jeux et les points se comptent comme au tennis. Finale homme, finale femme, différentes épreuves étaient au programme. Je vous propose un résumé de cette compétition avec Nicolas Pencino. Après Beauvais dans le département de l'Oise, c'est la ville d'Arles qui accueillait la 18e Coupe d'Europe de jeux de balle au tambourin ce dernier week-end de février. Habituellement en extérieur, en équipe de 5 contre 5, le tambourin en salle connaît un bel engouement. Le terrain est un peu plus petit et le jeu se joue 3 contre 3. La partie se déroule en 13 jeux gagnés et les points sont comptés comme au tennis. 15, 30, 45 et jeu. La balle ne peut rebondir qu'une fois et le renvoi est direct. Les joueurs de la même équipe ne se font pas de passe. Pour la Coupe d'Europe, ce sont les clubs champions de chaque pays ayant une fédération qui s'affrontent. Cette année, la France était représentée par Poussan chez les dames et Florensac chez les messieurs. A noter que Poussan avait remporté cette Coupe d'Europe en 2009 et que le club de Florensac était le tenant du titre. La ville d'Arles n'a pas d'équipe de jeu de balle au tambourin, mais la municipalité se mobilise. Déjà l'an passé, la fédération avait proposé une démonstration dans les arènes. J'ai fait la découverte de ce sport il y a une trentaine d'années. Mais à cette époque-là, j'envisageais absolument pas de devenir conseiller municipal. Mais lorsque la chose est arrivée, on a essayé un petit peu de se réunir. Et à l'occasion des fêtes d'Arles l'année dernière, avec les clubs de Gignac-Glanert et des Pennes Mirabeau, on a fait une démonstration dans les arènes. Résultat, 3000 personnes. Et puis voilà, la petite graine est plantée. On va voir si on peut faire une belle récolte. Il y a 12 pays qui ont une fédération de tambourin. L'Italie, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Écosse, la Suède, la Norvège. Parmi tous ces pays, l'Italie et la France restent les deux meilleures nations de la discipline. Ce sont des pays qui jouent depuis longtemps. Les autres pays ont commencé il y a une dizaine d'années à peine. Donc ils progressent, mais ils ne sont pas encore au niveau des Italiens et des Français. En Italie, il est très développé parce que bon, il y a de très bonnes équipes et des joueurs qui travaillent et surtout jouent au tambourin. Aujourd'hui en France, ça représente combien de licenciés ? 2000 compétiteurs et après bon, on peut dire qu'il y a 10 à 15 000 jeunes qui jouent dans les écoles. Du coup, la ville d'Arles est restée sous le charme. Et d'ailleurs, le conseiller municipal délégué au développement des cultures régionales, Bernard Bacchi, verrait bien une équipe se créer dans sa ville. Je crois que l'accueil s'est bien passé, les équipes ont été ravies. L'ensemble des services municipaux ont participé, le service des sports, le centre communal d'action sociale, ça a été vraiment une fête pendant 3 jours. Non, il n'y a pas d'équipe arlésienne, l'équipe en elle-même n'existe pas. Nous avons le matériel qu'il faudrait pour pouvoir la monter. Mais bon, la municipalité, on n'a pas vocation à créer une équipe, mais si l'initiative fait jour, on la soutiendra.
Pas encore d'équipe arlésienne. En revanche, une pratique sportive très développée dans le département de l'Hérault, notamment sur la commune de Poussan, une commune héroltaise qui compte une équipe championne d'Europe, justement, de cette discipline de balle au tambourin en salle, avec un titre européen gagné en 2009. L'épreuve a été beaucoup plus difficile ce week-end à Arles pour les héroltaises, nettement battues par leurs adversaires italiennes, comme vous allez vous en rendre compte sur ces images. La finale féminine voyait s'affronter la France et l'Italie. Pour représenter la France, l'équipe de Poussan, déjà titrée 4 fois championne d'Europe. Éliminée l'an passé en demi-finale, elles avaient à cœur de faire mieux cette année. Face à elles, les Italiennes de San Paolo d'Argonne. La rencontre va très vite tourner à l'avantage des Italiennes. Les Françaises, un peu timides en attaque, ratent quelques points importants. Elles ont marqué les points qu'il fallait, chose qu'on n'a pas fait nous. Contre des équipes comme ça, je pense qu'on n'a pas droit à l'erreur et on a fait trop de fautes et on leur a trop donné les balles. Et contre une équipe comme ça, ça pardonne pas. Et c'est très logiquement que les Italiennes remportent donc cette Coupe d'Europe. Une grande déception pour les Poussanaises qui espéraient bien remporter un nouveau titre. On n'a pas été assez régulière et ça s'est ressenti sur le dernier match. Il faut beaucoup de mental et je pense que quand on n'a pas devant des matchs où on a fait ce qu'on a voulu, c'est quand même un jeu d'adresse, quoi. Donc on a toujours le doute et c'est ce qui nous a manqué, comme dans tous les sports, je pensais, quand on est fort dans la tête. Et là, je pense qu'il nous a manqué un peu ça. On n'est plus non plus toutes jeunes et c'est vrai que c'est quand même, on se dépasse un peu à chaque fois et il faut, ouais, c'est toujours bien d'être au devant du sport, voilà. Ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, elle joue la finale du championnat de France à Gignac-Lanert, avec à la clé la qualification pour la prochaine Coupe d'Europe. L'US Poussan qui compte une équipe féminine, mais également une équipe masculine qui a été sacrée championne d'Europe à 2 reprises, en 2004 ainsi qu'en 2006. En 2010, c'est l'AS Florensac, une autre équipe héroltaise, qui avait remporté cette Coupe d'Europe des clubs champions de balle au tambourin en salle. Cette année, l'équipe de Florensac n'a pas été heureuse en finale. La suprématie côté homme était également italienne. Chez les messieurs, la rencontre commençait comme pour les dames. C'est l'Italie qui impose son jeu, poussant l'équipe française à commettre de nombreuses fautes. Les Italiens de Dania Cavallo compteront jusqu'à 3 jeux d'avance, 6-3, puis à nouveau 8-5. Mais voilà, les joueurs de Florensac se mettent à leur tour à attaquer. Ils reviennent rapidement à 8 jeux partout. Ils passent devant 10-8. La physionomie de la rencontre est complètement changée. Plus rien ne peut arrêter l'équipe française, 12-9. C'est quasiment gagné. Ils sont à un jeu de la victoire. Les Italiens prennent un 10e jeu, 12-10. Puis un 11e, 12-11. La France va enfin jouer sa première balle de match, mais les Italiens sont revenus dans la partie. À ce moment-là du jeu, ce sont eux les plus forts au mental. Ils sauvent cette balle de match et reviennent à 12 partout. C'est le jeu décisif. Dans ce dernier jeu, tous les points seront joués. Aucune des deux équipes ne veut céder. 12 jeux partout, 45 égalités, tout va se jouer donc sur ce dernier point et malheureusement, c'est l'équipe française qui va craquer et ainsi permettre le doublé pour l'Italie, champion d'Europe chez les hommes et chez les femmes. Le public, de son côté, aura assisté à une finale magnifique, même si pour l'équipe française de Florensac, c'est la déception qui prime. Peut-être un relâchement dû au fait qu'on était devant, car logiquement, à 12-9, bon, c'est quasiment fait. Et puis peut-être un relâchement, un excès de confiance, je ne sais pas. Certainement aussi une réaction d'orgueil et aussi un changement de jeu de la part de nos adversaires qui ont modifié complètement leur jeu. Au lieu de défendre, ils se sont mis un peu plus à attaquer. Et bon, nous, on a essayé de continuer à jouer pareil, mais c'était plus, on n'avait plus les mêmes adversaires en face, donc ça a changé. Bon, on perdait 6-3, puis on est revenu 9-6, on gagnait 12-9 et 12-12, puis on perd le match au Trampolino à la fin, 13-12, voilà. Énorme déception, mais bon, le meilleur a gagné.
La déception, en effet, est toujours dans l'actualité sportive arlésienne. Notez ce nouveau point pris par l'ACA samedi soir du côté des Parcs des Sports d'Avignon. Un but partout face à Brest. Vous allez voir dans les résultats de la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Monaco partage les points également avec Caen, 2 buts partout. Victoire de Rennes 2-0 face à Lens. Le même score, mais à l'extérieur, cette fois victoire de Nice sur la pelouse de Saint-Etienne. 0 partout entre Sochaux et Montpellier, également entre Valenciennes et Lorient. Bordeaux l'emporte 3-0 face à Auxerre et Jean Tigana est maintenu ce soir dans ses fonctions. Victoire hier de Marseille, 2-1 sur la pelouse de Nancy. 2-1 également cette fois-ci en faveur du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Toulouse. Enfin hier soir dans le choc entre Lille et Lyon, partage des points, score final, 1 but partout au classement. Le LOSC est toujours premier à égalité de points avec Rennes du fait d'une meilleure différence de but et Marseille revient à 3e place à un tout petit point des Lillois lors de la prochaine journée. L'ACR l'Avignon se déplacera dimanche à 17h sur la pelouse de Gerland pour un match donc entre l'Olympique Lyonnais et l'ACA. En Ligue 2, c'était également la 25e journée. Les hommes de Noël Tosi avaient un match très important, précédé par une mise au vert avec la réception costière vendredi soir de Clermont Foot. Malheureusement, pas de miracle et une nouvelle défaite pour les Crocos. Je vous propose un résumé de cette rencontre. Les Nîmois avaient été avertis. Recevoir Clermont Foot ne serait pas chose aisée pour une équipe en panne de victoire et dont l'attaque demeurait muette depuis plus d'un mois. Un avertissement qui s'est traduit vendredi soir sur la pelouse des Costières par une nouvelle défaite face à une équipe auvergnate remarquablement organisée. Surpris dès l'entame de match, le 11 Nîmois se laissait tromper par une balle flottante et au rebond trompeur, mais parfaitement exploité par Rachid Hamdani, le milieu marocain trompant Ludovic Butel d'un plat du pied dès la 9e minute de jeu. Nettement dominé dans le jeu et malgré un coup franc intéressant de Gigliotti, les Crocos allaient subir la loi des hommes de Michel Derzakarian. Sur un service en or d'Hamdani, Nicolas Aquin ratait la balle du 2-0 en faveur de Clermont à seulement 9 minutes du repos. Je pense que le match, on aurait dû le plier déjà en première mi-temps. Se créer autant d'occasions et rentrer à 15-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Clermontois rataient de peu l'aggravation du score. Un jeu rehaussé grâce à l'apport côté nîmois de Bénézé en lieu et place d'Améou et un coaching gagnant de Noël Tosi qui voyait la rentrée victorieuse de Yannick Boli. Prenant le relais d'un Dieng très actif, l'attaquant franco-ivoirien égalisé en marquant son premier but de la saison grâce à une tête victorieuse sur un coup franc excellemment frappé par Yassine Adou à la 77e minute. Joie de courte durée pour les Nîmois, car Romain Alessandrini, auteur de la faute qui avait amené le coup franc Croco, poussait la défense nîmoise à la faute 3 minutes plus tard, Wilfried Bien sifflant un penalty que Sloan priva s'empressait de convertir en but. Avec un jeu plus heurté et émaillé de vilains gestes de part et d'autre, Clermont Foot gardait son avantage d'un but et aurait pu même aggraver la marque sur cette échappée d'Hamdani qui perdait son duel face à Butel dans un face-à-face où le portier nîmois fut touché à la pommette droite. Score final 2-1 et une 5e défaite consécutive pour le Nîmes Olympique. Moi je trouve que c'était un match qui était plutôt prometteur, surtout la deuxième mi-temps. On va peut-être voir le bout du tunnel grâce à ça. Mais on a un maintien à aller chercher, ce maintien-là. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique jusqu'à présent. On peut encore le jouer. Hein, et on n'est pas si mal placé. Maintenant, je pense avoir trouvé une formule au bout de 5 matchs. Malheureusement, on a perdu des points pour la trouver, mais ce n'est pas de notre fait. Aux portes de la relégation, les Crocos devront à présent défendre leur survie immédiate en Ligue 2 face à Sedan et Le Mans. 2 déplacements redoutables pour 2 équipes plus que jamais prétendantes à la montée. Le rappel des scores de cette 25e journée avec la défaite du Nîmes Olympique vendredi aux Costières 2-1. Autre victoire à l'extérieur, celle de Dijon 2-0 sur la pelouse de Évian-Thonon-Gaillard. Partage des points entre Istres et Angers, un but partout. Le carton de Laval qui l'emporte 4-0 face à Boulogne-sur-Mer. Un partout entre Le Mans et Sedan. Match nul également entre Metz et Châteauroux, 0 partout. Un but partout entre Nantes et Reims. Victoire à l'extérieur de Clermont Foot à Nîmes. Victoire de 3-2-0 devant Grenoble. Ajaccio l'emporte à l'extérieur sur la pelouse de Vannes 1-0. Ce soir, Le Havre accueille Tours dans le dernier match de cette 25e journée. Et puis au niveau du classement, eh bien, Le Mans reste premier avec 1 point d'avance sur Ajaccio, 2 sur Évian-Thonon-Gaillard et 4 sur Boulogne-sur-Mer. Le Nîmes Olympique n'a plus qu'1 point d'avance sur la 18e place détenue
par Metz, également en position de relégation directe pour la nationale. Vannes et Grenoble qui ferment la marche. La prochaine journée, la 26e, se jouera ce vendredi 4 mars à partir de 20h, avec un déplacement périlleux pour le Nîmes Olympique, je l'ai dit, un candidat sérieux à la montée, Sedan qui accueillera donc le Nîmes Olympique à partir de 20h, et d'autres matchs décalés samedi avec Angers-Le Havre, Dijon-Le Mans, et lundi Boulogne-Évian. Thonon-Gaillard. Voilà, on est arrivé au bout de cette émission de Sport Sud. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal présenté par Marlène Roche. Rendez-vous est pris lundi prochain pour un nouveau numéro de ce magazine. Très belle soirée sur TV Sud. Au revoir.